Chaque après-midi, elle quittait l'entrepôt, des cartons vides entre les bras. Tous juraient qu'elle était une voleuse, jusqu'à ce qu'un millionnaire décide de la suivre en silence. Et ce qu'il découvrit au bout de ce chemin le fit s'effondrer en larmes en pleine rue. « Arrêtez-la! Cette femme emporte quelque chose du dépôt !» Le cri de Richard Dubois figea l'air de la cour de chargement comme un coup de fouet. Marie Leclerc se figea à 3 pas du portail de sortie, un carton serré contre sa poitrine, les jointures blanches à force de le tenir. Elle ne se retourna pas immédiatement. Elle ferma les yeux un instant, respira profondément, et seulement alors tourna son visage vers l'homme qui s'approchait comme un taureau blessé, suant, la pointant du doigt. Les collègues qui préparaient les commandes dans les allées des entrepôts Horizon Sud commencèrent à sortir un par un, attirés par le vacarme, certains avec des peintures et des rubans adhésifs encore à la main, d'autres laissant leurs scanners sur les étagères. La routine de fin de journée était brisée, et rien n'amuse plus les gens ennuyés qu'une humiliation publique. « Madame Leclerc, ouvrez cette boîte immédiatement », ordonna Richard, se plantant devant elle, les bras croisés sur son ventre. « Les vols dans ce dépôt vont cesser aujourd'hui, et vous allez être l'exemple pour tous ceux qui se croient malins ici. » Marie ne répondit pas. Elle baissa les yeux vers le sol poussiéreux. Elle serra les lèvres jusqu'à les rendre presque blanches. Un petit groupe de travailleurs formait déjà un demi-cercle autour d'eux. Certains sortaient discrètement leur téléphone portable. « Êtes-vous sourde, femme ?» répéta Richard, un ton plus haut. « Je vous ai dit d'ouvrir cette boîte. Soit vous l'ouvrez ici même, devant tout le monde, soit j'appelle la sécurité et je vous remets menotté aux agents. Vous choisissez. » Les mains de Marie tremblèrent légèrement, non par peur, mais par rage contenue, par le poids de tant d'après-midi, supportant les commentaires, les regards de travers, les chuchotements derrière son dos. Mais cette fois, il était allé trop loin. Cette fois, il y avait un public, une audience, des caméras. Elle respira profondément. Elle fit un pas vers un banc de métal rouillé près du portail. Elle déposa le carton avec délicatesse, comme s'il contenait des porcelaines anciennes. Elle leva les rabats un par un et recula d'un pas, laissant tout le monde voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Rien. L'emballage était complètement vide. Un murmure parcourut le cercle des témoins. Quelqu'un laissa échapper un rire nerveux. Un autre siffla avec moquerie. Richard Dubois se pencha sur le carton, passa la main au fond comme s'il s'attendait à trouver un compartiment secret. Il le retourna, le secoua, le regarda à contre-jour du crépuscule. Rien. Absolument rien. « Et qu'est-ce que cela signifie ?» grogna-t-il, levant les yeux vers elle, les sourcils froncés. « Que prétendez-vous, Leclerc? Me faire passer pour un imbécile devant mes employés? Croyez-vous que c'est un jeu? »« Je ne prétends rien, monsieur Dubois, » répondit-elle finalement d'une voix si calme qu'elle semblait venir d'une autre réalité. « C'est vous qui m'avez arrêté. C'est vous qui avez crié. Je quitte simplement mon travail comme je le fais tous les jours. Avec une boîte vide, corrigea-t-elle, que l'entreprise allait jeter à la poubelle à la fin de la journée. Je le fais depuis longtemps, avec la permission de l'ancien responsable. Cela n'a jamais été un problème pour personne. Eh bien, avec moi, c'est un problème, cracha Richard. Se redressant, il se tourna vers les travailleurs rassemblés. Que tout le monde entende. À partir de ce moment, il est interdit à tout employé de sortir des cartons, des matériaux, des sacs ou quoi que ce soit de cet entrepôt, même si c'est des déchets. Vous m'avez compris? Ici, on ne donne rien. Le silence qui suivit fut gênant. Certains baissèrent les yeux, d'autres hochèrent la tête. Personne n'osa défendre Marie. Personne. Ce qu'aucun des présents ne savait, c'est que, debout à une trentaine de mètres du portail, venant de descendre d'un fourgon blindé, François Dumont avait observé toute la scène en silence. Il était arrivé au dépôt sans prévenir, comme il le faisait toujours quand il voulait connaître la vérité sur le fonctionnement de l'une de ses entreprises. Inspection surprise, sans protocole, sans comité d'accueil, sans photographe. Le propriétaire du groupe Dumont Logistique avait l'habitude d'entrer par la porte des travailleurs, pas par la porte exécutive. Il disait qu'un entrepreneur qui ne connaît ses gens qu'à travers des rapports finit par gérer des fantômes. Cet après-midi-là, François était venu avec l'intention de parcourir les allées, de parler à 3 ou 4 ouvriers au hasard et de retourner à son bureau avant la tombée de la nuit. Il ne s'attendait pas à trouver cette scène au pied du portail de sortie. Il resta à l'écart, les mains dans les poches de son costume formel, observant, écoutant, enregistrant chaque détail dans sa mémoire. C'était un homme grand, aux épaules larges, les cheveux lissés en arrière, et une expression qui semblait toujours occupée à calculer quelque chose. Ses yeux, cependant, avaient à ce moment une intensité différente, car il ne pouvait les détacher d'elle, de la femme au carton vide,
de la façon dont elle gardait les épaules droites malgré l'humiliation, de la façon dont ses mains, bien que tremblantes, ne lâchaient pas leur dignité, de la façon dont elle répondait sans crier, sans supplier, sans trop se justifier. Il y avait quelque chose chez cette femme qui ne collait pas avec la scène, quelque chose que François ne parvenait pas encore à identifier, mais qui remuait quelque chose au fond de sa poitrine, une sorte d'écho lointain, comme quand on écoute une chanson qu'on jurerait ne pas connaître, mais que le corps se souvient d'une certaine manière. « Monsieur Dubois, puis-je me retirer maintenant ?» demanda Marie, refermant les rabats du carton et le reprenant entre ses bras. « Ma journée est terminée depuis un moment. J'ai des engagements. » « Des engagements ?» rit Richard de ce rire court et acide de celui qui jouit d'un petit pouvoir. « Vous avez des engagements? Lesquels, madame? Trouver un autre dépôt pour emporter des cartons ?» Certains travailleurs rirent, d'autres détournèrent le regard, mal à l'aise. Ce fut alors que Marie fit quelque chose à laquelle personne ne s'attendait. Elle leva les yeux, les fixa directement dans ceux de Richard Dubois, et parla avec une clarté qui glaça toute la cour. « Vous pouvez me fouiller 1000 fois, monsieur. Vous pouvez déchirer chaque carton qui sort de mes bras. Vous pouvez demander à mes collègues de filmer des vidéos et de les diffuser dans tout le quartier. Vous pouvez faire ce que vous voulez de mon nom, mais vous ne trouverez jamais dans mes mains ce que vous cherchez, car ce que j'emporte d'ici ne tient dans aucun carton. Et même si je voulais vous le montrer, vous n'auriez pas les yeux pour le voir. » Le silence qui suivit fut dense, poisseux, de ces silences qui restent suspendus dans l'air pendant plusieurs secondes avant que quelqu'un n'ait le courage de les briser. Richard ouvrit la bouche pour répondre, la referma, la rouvrit, rien n'en sortit. Son visage était devenu écarlate jusqu'aux oreilles, et les plis de son cou vibraient d'une rage qu'il ne parvenait pas à traduire en mots. « Lucie Morel !» cria-t-il alors, cherchant refuge dans l'autorité de quelqu'un de plus haut placé. « Que la chef des ressources humaines vienne immédiatement. Cette femme se présentera demain à la première heure à une audience disciplinaire. Nous verrons si elle est aussi arrogante devant le tribunal du travail. » Une des collègues courut vers le bâtiment administratif. Marie ne bougea pas. Elle resta là, debout, le paquet entre les bras, attendant. C'était comme si elle avait déjà vécu 1000 fois cette même scène dans sa tête et s'était préparée à toutes les variantes possibles. Lucie Morel arriva en marchant rapidement, une tablette électronique sous le bras et les sourcils froncés. C'était une femme stricte, aux mouvements assurés, qui avait construit sa carrière au sein de l'entreprise à force de règles et de signatures. Elle ne se laissait pas facilement impressionner. Mais quand elle vit la scène, quand elle vit Richard souffler comme une cocotte minute, et Marie tenant le carton avec cette irritante immobilité, quelque chose dans son expression changea à peine un instant. Une ombre, un doute. Elle connaissait Madame Leclerc. Elle savait qu'elle ne manquait jamais, qu'elle ne tombait pas malade, qu'elle ne se plaignait pas. « Que se passe-t-il ici, monsieur Dubois ?» demanda-t-elle d'une voix ferme. Richard lui fit le récit. Il exagéra les détails. Il ajouta des nuances qui n'avaient jamais eu lieu. Il parla de vol systématique, de manque de respect, de mauvaise influence sur les autres employés. Marie ne l'interrompit pas une seule fois, elle se contenta de baisser les yeux vers le carton entre ses bras, comme si elle parlait en silence à quelqu'un qui était à l'intérieur. Quand Richard eut terminé, Lucie demanda à voir la boîte. Marie la lui tendit sans résistance. La chef des ressources humaines l'examina attentivement, l'inclina, la secoua, la palpa à l'intérieur, vide. « Monsieur Dubois », dit Lucie en rendant le paquet à Marie. « Il n'y a aucun vol ici. Si vous voulez formaliser une plainte, vous devez le faire par écrit et avec des preuves concrètes, pas avec des soupçons. Mais, Madame Morel, et je vous rappellerai autre chose, continua-t-elle, haussant à peine le ton. Le protocole de l'entreprise interdit les fouilles publiques des employés. S'il existe un soupçon, l'employé est convoqué en privé avec un représentant du service administratif présent. Ce que vous venez de faire devant tous ses collègues sera inclus dans mon rapport, mais pas dans le sien, dans le vôtre. » Certains travailleurs échangèrent des regards, d'autres hochèrent discrètement la tête. Richard resta bouche bée. Il ne s'attendait pas à cela. « Madame Leclerc, vous pouvez vous retirer, » indiqua Lucie, se tournant vers Marie avec un geste professionnel. « Je regrette cet incident. Nous en parlerons plus tard, plus calmement. » Marie hocha à peine la tête. Elle ne sourit pas, ne remercia pas. Elle ajusta simplement mieux le carton entre ses bras, lissa ses cheveux attachés et marcha vers le portail sans regarder personne. Ses pas résonnèrent fermement sur le sol de ciment. Quand elle passa près de l'endroit où François observait toujours en silence, elle ne le remarqua pas. Elle ne savait pas que le propriétaire de toute cette entreprise venait d'assister à la scène complète. Elle ne savait pas qu'à partir de ce moment,
Sa vie allait prendre un tournant qu'elle ne pouvait même pas imaginer. François la suivit du regard jusqu'à ce qu'elle sorte par le portail. Puis il resta immobile quelques secondes de plus, traitant l'information, jusqu'à ce qu'il se tourne vers son chauffeur, Antoine Lemoine, qui attendait discrètement à quelques mètres. « Antoine. »« Oui, monsieur. Je veux savoir où va cette dame. »« Comment dites-vous, monsieur ? » ?»« Cette dame, celle avec le carton vide. Je veux savoir où elle va après être sortie du dépôt. »« Tous 6. Les jours. Tous. Je veux le savoir aujourd'hui même. » Le chauffeur hésita un instant. Il avait vu François Dumont prendre de nombreuses décisions étranges au fil des années de service. Mais cette lueur dans ses yeux était nouvelle. Ce n'était pas la lueur de l'homme d'affaires, c'était la lueur d'un homme qui venait de voir un fantôme et ne le savait pas encore. Marie marcha 3 pâtés de maison jusqu'à l'arrêt de bus collectif, le carton équilibré entre ses bras. Elle monta avec lui comme si elle portait quelque chose de fragile. Elle s'assit à l'arrière, près de la fenêtre. Elle appuya son front contre la vitre et laissa les bâtiments défiler, flous, devant ses yeux. Personne dans ce bus n'imagina ce qu'elle portait dans sa poitrine. Le bus traversa la zone commerciale, franchit le pont sur la rivière, entra dans des quartiers plus modestes. Les larges avenues firent place à des ruelles, l'asphalte au pavé, les pavés à la terre. Marie descendit à un arrêt sans abri au bout de la ligne, dans un secteur connu sous le nom de Saint-Martin-des-Pins, un quartier où les gens se saluaient par leur nom et où les chiens dormaient au milieu des rues. Derrière elle, à plus de 100 m de distance, une voiture sombre et discrète avançait lentement. À l'intérieur, François Dumont serrait les poings sur ses genoux, il reconnaissait l'adresse, reconnaissait l'air, reconnaissait l'odeur de bois brûlé mêlée à celle de crêpes fraîchement préparées, mais il ne voulait pas encore l'admettre. Marie marcha sur un sentier de terre entre des maisons en briques non crépies et des clôtures en bois tordu. Des enfants jouaient avec un ballon dégonflé. Une dame âgée balayait le devant de sa maison. Tous saluaient Marie par son nom. Ils lui souriaient, lui offraient de l'eau. Elle répondait avec une tendresse qui la faisait paraître une autre personne, complètement différente de cette femme silencieuse de l'entrepôt. « Madame Marie, vous êtes là !» cria un petit garçon en courant pour l'embrasser. Elle se pencha, lui caressa la tête, lui mit le carton vide entre les mains comme si elle lui offrait un cadeau. L'enfant rit, la bouche ouverte, montrant de petites dents tordues, et s'enfuit vers le fond du sentier, le paquet sur la tête, criant « Les boîtes sont arrivées! Les boîtes sont arrivées !» Françoise arrêta la voiture sur le côté de la route. Il descendit. Il marcha les derniers mètres à pied, se cachant derrière un lampadaire rouillé. Son cœur battait la chamade. Quelque chose au fond de lui disait qu'il connaissait déjà ce chemin, que ses pieds avaient foulé cette même terre auparavant, bien avant, quand il ne savait pas encore ce qu'était l'argent, ni la trahison, ni l'oubli. Il tourna le coin et le vit. Au bout du sentier, entouré d'une clôture en bois rafistolé, se dressait une humble construction, des murs en parpaing peints d'une couleur délavée par le soleil, un toit en tôle métallique rapiécé, un large portail ouvert par où entraient et sortaient des femmes avec des sacs et des enfants courants. Au-dessus du portail, une planche de bois usée avec des lettres gravées à la main. François plissa les yeux pour lire. La Maison de la Lumière, fondée par Madame Simone Dubois. Les jambes de François Dumont fléchirent. Un poids invisible tomba sur sa poitrine. L'air lui manqua soudainement. Il fit un pas en arrière, cherchant un appui contre le mur d'une maison voisine. Sa main gauche s'agrippa à la brique. La droite monta en tremblant jusqu'à sa bouche. Ce nom gravé dans le bois, ce nom qu'il avait, il y a presque une vie entière, enterré avec les souvenirs d'une enfance dont personne n'avait jamais su l'existence. Simone Dubois, la femme qu'il avait sauvée quand il n'était qu'un très jeune enfant. La femme qui avait accueilli sa mère mourante dans un refuge perdu au milieu de la boue, la femme dont il avait promis d'honorer le nom et qu'il n'avait jamais, en tant d'années de succès et de fortune, cherché à revoir. « Ça ne peut pas être », murmura-t-il. Sa voix était rauque, presque inaudible. Ses yeux se remplirent de larmes sans prévenir. Ça ne peut pas être le même endroit. Et tandis que son regard parcourait la façade de cette humble petite maison, François Dumont, le propriétaire du groupe Dumont Logistique, l'homme le plus redouté dans les conseils d'administration de 3 pays, sentit pour la première fois depuis des décennies que quelqu'un lui passait une main froide sur la nuque, la main de son passé. Et une vérité qu'il avait enfouie depuis qu'il avait appris à marcher était sur le point de le frapper au visage avec la force de tout ce qu'il avait un jour refusé de se souvenir. François Dumont ne parvenait pas à bouger du mur de briques sur lequel il s'était appuyé. Les larmes coulaient sans permission, glissant sur ses joues jusqu'à se perdre dans le col de sa chemise. Il n'avait jamais pleuré ainsi dans une rue publique. Il n'avait jamais laissé personne le voir avec les épaules tombantes, ni la bouche tremblante, ni la respiration haletante,
comme celle d'un homme qui venait de reconnaître le visage d'un fantôme très cher. De l'autre côté du sentier, à l'intérieur de la clôture en bois rafistolé, on entendait des rires d'enfants, des voix de femmes se donnant des ordres aimables, le cliquetis d'une lourde marmite contre un fourneau, les bruits quotidiens d'une maison qui nourrissait beaucoup et ne se vantait de rien. François passa la main sur ses yeux, respira profondément, tenta de remettre en ordre les morceaux de sa mémoire qui s'étaient éparpillés d'un coup, comme les pièces d'un vieux puzzle que quelqu'un venait de piétiner. Simone Dubois. Le nom revenait encore et encore le frapper aux tempes. Cette femme aux longues tresses, aux mains épaisses, au tablier toujours taché de farine. Cette femme qui avait accueilli sa mère malade et sans abri quand le reste du monde leur avait fermé les portes. Cette femme qui l'avait assis sur ses genoux, lui, alors qu'il n'était qu'un tout petit enfant, et lui avait donné le premier plat chaud qu'il se souvenait avoir mangé de sa vie. Il s'éloigna lentement du mur où il se tenait. Il recula de quelques pas. Il ne voulait pas être vu par aucune des femmes qui entraient ou sortaient du portail. Pas encore. C'est ainsi qu'il retourna à la voiture où Antoine Lemoine l'attendait, avec une expression discrète. Il s'assit sur le siège arrière, ferma la porte doucement. Il resta silencieux pendant plusieurs minutes, regardant le toit du véhicule. « Nous partons, monsieur ?» demanda le chauffeur avec prudence. « Pas encore », répondit François d'une voix brisée. « D'abord, j'ai besoin de savoir si c'est vraiment elle qui a fondé cet endroit. J'ai besoin de savoir qui est cette femme qui sort tous les après-midi du dépôt avec un carton vide entre les bras. » Antoine hocha la tête. Il ne posa pas de questions. Il avait appris au fil des ans à ne pas poser de questions lorsque les yeux de son patron avaient cette lueur particulière, la lueur que l'argent ne pouvait réparer. Pendant ce temps, à l'intérieur de la maison de la lumière, Marie était entrée par le portail et avait posé le carton sur une longue table en bois qui occupait le centre d'une cour intérieure. Sur cette table, il y avait déjà d'autres emballages empilés, certains ouverts, d'autres coupés en deux, d'autres démontés et étalés comme des draps de carton. « Tante Marie, tu nous as apporté plus de boîtes aujourd'hui ?» lui demanda une petite fille en lui tirant la manche, les yeux brillants. « Oui, mon amour, une grande pour que Madame Rose puisse finir le berceau du bébé de Madame Clémence. » La petite fille applaudit des deux mains et s'enfuit en courant pour avertir tout le monde. Marie sourit, un sourire fatigué, mais sincère, et enleva le sac à dos qu'elle portait sur l'épaule. Elle le laissa accroché à un clou près de l'entrée. Elle marcha jusqu'à la cuisine, où plusieurs dames distribuaient des bols de soupe fumante aux enfants assis sur de longs bancs. « Marie est arrivée », annonça une des femmes. « Viens, ma fille, goûte cette soupe, elle est à se lécher les doigts. »« Rose, plus tard, d'abord je veux demander quelque chose. » Madame Rose Dupont, une femme robuste, aux bras fermes et à la voix joyeuse, essuya ses mains sur un torchon accroché à son épaule et se tourna vers Marie avec une expression attentive. Elle était responsable de tout ce qui touchait à la menuiserie simple, à la couture et aux travaux manuels à l'intérieur de la petite maison. Les berceaux en carton pour les nouveau-nés, les coffres pour ranger les vêtements donnés, les étagères pour les quelques livres qu'ils avaient. Tout cela était construit par Rose de ses propres mains, avec les cartons que Marie lui apportait chaque après-midi. « Qu'est-ce qui se passe, ma fille? Tu as l'air effrayée. » Marie baissa la voix, s'approcha davantage. « Aujourd'hui, j'ai failli ne pas pouvoir apporter la boîte. Le nouveau superviseur a voulu me dénoncer devant tout le monde. Il a crié que j'étais une voleuse. Il m'a fait ouvrir le carton devant mes collègues. C'était horrible, Rose. » Madame Dupont laissa échapper un mot doux entre ses dents et posa ses deux mains sur les épaules de Marie. « Oh, ma fille! Et que s'est-il passé ?» La chef des ressources humaines est apparue et l'a remis à sa place. Mais il ne va pas rester tranquille. Je le connais. Demain, il cherchera un moyen de me nuire. Et si je perds mon emploi, Rose? Si je perds... Elle ne termina pas la phrase. Ce n'était pas nécessaire. Si Marie perdait cet emploi, la petite maison perdait son principal soutien, car ce que personne en dehors de ces murs ne savait, c'est qu'une bonne partie du petit salaire de Marie servait à acheter du riz, de l'huile, du lait en poudre, des fruits pour les enfants du foyer. Le peu qui lui restait suffisait à peine à payer la petite chambre louée où elle dormait. « Ma fille, ne t'inquiète pas pour ça maintenant », lui dit Rose avec une douce fermeté. « Une chose à la fois. Ta mère, paix à son âme, disait que les problèmes se résolvent comme on cuisine les haricots un par un à feu doux. » Marie hocha la tête, mais ses yeux se remplirent de larmes en entendant la mention de Madame Simone. Plusieurs années s'étaient écoulées depuis le départ de sa mère, et il y avait encore des moments où elle tendait la main pour la chercher avant de se souvenir qu'elle n'était plus là. De l'extérieur du portail, toujours caché derrière le poteau rouillé du coin, François était revenu à pied.
Il n'avait pas pu rester dans la voiture. Quelque chose le poussait à se rapprocher, même depuis l'ombre. Il entendait à peine des fragments de voix. Il voyait des silhouettes passer à travers la fente du portail entrouvert. Et chaque détail qu'il captait s'emboîtait, se confirmait, frappant sa poitrine avec plus de force. Cette même structure, cette même cour intérieure, ce même manguier tordu dans le coin qui donnait encore des fruits après tant d'années. Il avait joué sous cet arbre. Il avait mangé des mangues tombées, les mains sales, assis sur une pierre plate qui était toujours là. Sa mère l'observait depuis la porte de la cuisine, malade, mais souriante, tandis que Madame Simone lui préparait un thé chaud pour calmer sa toux. Les souvenirs arrivaient maintenant par vagues, des images qu'il avait enfouies sous des années de réunions, de signatures, de contrats, de voyages en avion privé. Des images qu'aucun thérapeute coûteux, aucune retraite spirituelle en montagne, aucune coupe de liqueur vieillissante n'avait jamais réussi à lui arracher de la poitrine. Il sortit son portable de sa poche, composa un numéro, attendit. « Patricia, c'est moi. » Patricia Morel, son assistante personnelle depuis plus d'une décennie, répondit d'une voix alerte de l'autre côté. « Monsieur Dumont, dites-moi, j'ai besoin que vous cherchiez un dossier. Dans les anciennes archives de l'entreprise, d'il y a très très longtemps, un don que ma mère a fait avant de mourir à une maison communautaire dans un quartier périphérique. Elle s'appelait la Maison de la Lumière. Elle était administrée par une dame nommée Simone Dubois. Il y eut un bref silence de l'autre côté. « Monsieur, pardonnez-moi, mais vous ne m'aviez jamais rien dit à ce sujet. »« Je ne l'avais jamais dit à personne, » répondit-il, la gorge nouée. « Mais j'en ai besoin maintenant. Cette nuit, je veux tous les documents, tous les chèques, toutes les lettres, tout ce que nous avons archivé. Et s'il n'y a rien, je veux que vous me disiez qu'il n'y a rien. Mais cherchez, Patricia, s'il vous plaît, cherchez. »« Oui, monsieur, je m'en occupe tout de suite. » François raccrocha, resta le téléphone serré contre sa poitrine pendant plusieurs secondes, car il se souvenait maintenant de quelque chose d'autre, quelque chose qui s'était perdu au fond de sa mémoire, protégé par des années d'orgueil et d'occupation. Avant de mourir, sa mère lui avait demandé une seule chose, une promesse, une phrase prononcée dans son dernier souffle, tandis qu'elle lui serrait les doigts contre des draps blancs prêtés par l'hôpital de charité, où Madame Simone travaillait à la cuisine, des draps qui avaient été étendus sur le lit humble de la petite chambre au fond de la Maison de la Lumière. « Mon fils, n'oublie jamais Madame Simone. Elle nous a sauvés quand personne d'autre ne voulait nous regarder. Retourne la chercher un jour. Rends-lui au moins un petit peu de tout ce qu'elle nous a donné. » Il l'avait promis. Il avait promis les larmes aux yeux, et puis, avec les années, avec le succès, avec l'urgence de construire un empire, avec l'orgueil de celui qui croit que le présent efface le passé, il avait laissé cette promesse se couvrir de poussière. Il s'appuya contre le poteau, ferma les yeux. « Pardonne-moi, maman » murmura-t-il dans l'air, ses lèvres tremblantes. À l'intérieur de la petite maison, Marie était déjà assise dans un coin de la cuisine avec un bol de soupe entre les mains. La petite Espérance Moreau, l'enfant la plus agitée du foyer, s'était installée sur ses genoux. Marie soufflait sur la cuillère avant de la lui donner. « Tante, tu vas me raconter encore l'histoire de grand-mère Simone. Laquelle veux-tu aujourd'hui, mon amour? Celle où elle a sauvé le petit garçon maigre de l'hôpital. » Marie sourit avec tendresse. C'était l'une des histoires préférées des enfants du foyer. Une histoire que sa mère lui avait répétée 1000 fois tout au long de sa vie et qu'elle, sans savoir pourquoi, conservait dans sa mémoire avec une étrange précision, comme si ce petit garçon maigre avait été quelqu'un d'important pour le destin de tous. « Il y a très longtemps, » commença Marie d'une voix de conteuse. Grand-mère Simone travaillait dans la cuisine d'un hôpital de charité, un humble hôpital pour les gens qui n'avaient pas d'argent pour payer les médicaments. Et un jour, une dame très malade arriva, portant son petit garçon par la main. Espérance ouvrit grand les yeux. La dame pouvait à peine parler à cause de la toux, et le petit garçon, maigre et silencieux, serrait fort la jupe de sa maman, comme s'il avait peur que le vent ne l'emporte. Personne ne voulait les recevoir nulle part, ni dans les foyers, ni dans les refuges, ni dans les églises. Ils disaient qu'il n'y avait plus de place, qu'ils n'avaient pas de budget, qu'ils étaient déjà pleins. « Et qu'a fait grand-mère Simone, tante ?» Grand-mère Simone est sortie de l'hôpital avec son tablier encore en place, a marché jusqu'à l'endroit où ils étaient assis sur le banc extérieur, leur a pris la main et leur a dit « Venez avec moi à ma maison, là où 2 mangent, 4 mangent, et là où il y a du cœur, il y a un toit. » Les yeux d'Espérance se remplirent de petites larmes. Elle les a amenés ici même, dans cette petite maison? La maman est restée jusqu'à ce qu'elle repose en paix. Et le petit garçon a grandi un peu avec nous. Et puis un parent éloigné est venu le chercher et l'a emmené.
Et il est revenu nous voir un jour, tante ?» Marie fit une pause. Elle regarda vers le portail sans savoir pourquoi. « Non, mon amour, ce petit garçon n'est jamais revenu. Ma mère l'a attendu toute sa vie, mais ce petit garçon n'est jamais revenu. » Dehors, caché contre le poteau, François Dumont s'effondra sur le trottoir poussiéreux. Il se couvrit le visage des deux mains, parce que ce petit garçon maigre du conte, c'était lui. Et il venait d'entendre de ses propres oreilles ce que le monde avait pensé de son oubli. François Dumont resta assis sur le trottoir pendant un temps qui lui parut éternel. La poussière du sentier s'était collée à son pantalon fin, mais cela ne lui importait pas. Pour la première fois depuis de nombreuses années, rien ne lui importait vraiment, sauf la voix qui continuait de résonner au fond de sa poitrine, comme une cloche lointaine. Ce petit garçon n'est jamais revenu. Ce petit garçon n'est jamais revenu. Il se leva avec difficulté, ses jambes semblaient de coton. Il marcha lentement jusqu'à la voiture, où Antoine Lemoine l'attendait, avec l'expression de celui qui sait qu'il ne doit rien demander. « Partons, Antoine, pour l'instant. »« Au bureau, monsieur ?»« Non, à la maison. J'ai besoin de réfléchir, et j'ai besoin de lire les documents que Patricia est en train de chercher. » La voiture s'éloigna lentement du quartier de Saint-Martin-des-Pins. François regardait par la fenêtre sans voir. Les lumières de la ville commençaient à s'allumer une par une, comme si quelqu'un allumait des petites bougies pour une prière collective. Cette nuit-là, enfermé dans le bureau de son immense maison, François reçut des mains de Patricia Morel un dossier jaune couvert de poussière. L'assistante l'avait trouvé dans un classeur oublié au sous-sol de l'entreprise, à l'intérieur d'une boîte étiquetée avec des lettres décolorées. Don personnel, Madame Thérèse Dumont. Le nom de sa mère. François écarta un verre d'eau et étala le dossier sur le bureau. Ses mains tremblaient. À l'intérieur, il y avait des reçus signés, des lettres écrites d'une écriture rondelette, des photographies en noir et blanc, et une feuille pliée en 4, jaunie par les années. Il l'ouvrit avec précaution. C'était une lettre de sa mère adressée à Madame Simone Dubois. « Chère Simone, ma sœur d'âme, si tu lis ceci, c'est que mon temps est venu. Le médecin m'a donné quelques semaines. N'aie pas peur. Je pars en paix. Grâce à toi. S'il te plaît, prends toujours soin de cette petite maison que tu as ouverte de tes propres mains. Et si un jour mon petit François revient, rappelle-lui qui était sa mère. Rappelle-lui qu'il est né de l'amour, pas du luxe, et qu'un homme vaut ce qu'il fait pour les autres, pas ce qu'il accumule pour lui-même. Je te laisse ici tout l'argent que j'ai réussi à réunir en vendant mes boucles d'oreilles en or, les seules qui me restaient. Utilise-les pour les enfants du quartier, pour le lait, pour les cahiers. Je continuerai à veiller sur toi depuis le ciel, ton éternelle sœur Thérèse. » François ferma les yeux. Une larme tomba sur la feuille jaunie. Il n'avait pas seulement trahi Madame Simone, il avait trahi sa propre mère. Au bas de la lettre, il y avait une liste écrite de la petite écriture de Simone Dubois, détaillant chaque chose que cet argent avait acheté au fil des années suivantes. Des couches, des médicaments, une nouvelle chaudière, des livres de primaire, un manguier planté dans la cour, un manguier. François laissa tomber le papier sur la table et se couvrit la bouche des deux mains. Pendant ce temps, dans la petite chambre louée où vivait Marie, la nuit pesait également. Elle avait enlevé ses chaussures, s'était lavé le visage à l'eau froide et s'était assise devant une petite table en bois avec 3 photos encadrées dessus. L'une de sa mère, Madame Simone, souriante avec son tablier, une autre de Marie enfant, juchée sur les épaules d'une femme âgée, et une troisième, la plus usée de toutes, où sa mère apparaissait aux côtés d'une autre dame mince et malade, serrant dans ses bras un petit garçon aux grands yeux. Marie caressa cette 3e photo avec son pouce. « Qui seras-tu maintenant, petit garçon ?» murmura-t-elle. « Ma maman t'a toujours manqué. Elle se demandait toujours si tu mangeais bien, si quelqu'un te racontait des histoires avant de dormir. Elle ne savait pas pourquoi, mais cette nuit-là, elle sentit une étrange impulsion de coller cette photo au miroir, comme si quelqu'un pouvait la voir et la reconnaître. Elle le fit et se coucha sans savoir qu'à quelques kilomètres de là, le petit garçon maigre de la photo pleurait comme un adulte sur une lettre de sa mère. Au lever du soleil le lendemain, Marie arriva aux entrepôts Horizon Sud avec la même routine. Elle salua le portier, pointa son entrée, se dirigea vers l'allée où elle préparait les commandes du matin, mais quelque chose était différent. Ses collègues la regardaient du coin de l'œil, certains cachaient leur téléphone portable en la voyant passer, d'autres murmuraient doucement entre eux. L'un d'eux rit même. Un rire bref et forcé quand elle passa devant. Marie sentit un nœud à l'estomac, mais ne dit rien. Une collègue, Yolande Mercier, s'approcha d'elle, l'air effrayé, et lui parla à voix basse. « Ma fille, il faut que tu vois. La nuit dernière, quelqu'un a mis la vidéo en ligne. »« Quelle vidéo ?»
Celle d'hier, quand le superviseur t'a arrêté au portail et t'a fait ouvrir la boîte devant tout le monde. Elle a déjà des milliers de vues. Ils disent des choses horribles sur toi dans les commentaires. Que tu es une voleuse, que tu devais servir d'exemple aux autres. Regarde. Yolande lui montra l'écran de son téléphone. Là, il y avait la vidéo. Marie debout près du banc de métal avec le carton ouvert, tandis que Richard la montrait du doigt en criant. Un grand titre écrit par un moqueur disait « Employé sans vergogne emporte des choses du dépôt et se fait prendre la main dans le sac. Plus de 40 000 vues en une nuit. » Marie déglutit. Le monde entier se rétrécit autour d'elle. Elle s'appuya sur une boîte de l'étagère pour ne pas tomber. « Je n'ai pas de mots, Yolande. Personne n'a demandé. Personne n'a voulu savoir pourquoi j'emportais ce carton. Ils l'ont juste pris comme un divertissement. Ma fille, ne reste pas seule. Plusieurs collègues disent déjà que c'était mal, que Dubois est allé trop loin, mais il se pavane partout comme un paon. Fais attention. Il dit qu'aujourd'hui, il va obtenir la signature pour te virer. » À l'étage supérieur, dans le bureau vitré de la direction, Richard Dubois frappait la table du poing en parlant à 2 sous-directeurs. Son visage était rouge, les veines de son cou saillaient. « Je ne permettrai pas à cette femme de me ridiculiser. La vidéo est partout. On me qualifie de superviseur abusif. Moi, alors que c'est elle qui a pris du matériel de l'entreprise. Il faut la virer aujourd'hui même. Aujourd'hui, vous m'entendez bien, avant midi. » L'un des sous-directeurs, un homme prudent, nommé Camille Lefebvre, tenta de calmer les esprits. « Richard, du calme, cela doit être approuvé par Lucie Morel et, au-dessus d'elle, par M. Dumont lui-même. Nous ne pouvons pas passer outre le protocole. Il faut attendre. » « Alors que M. Dumont vienne, » cria Richard. « Qu'il descende de son piédestal et voie de ses propres yeux qui il a à travailler ici. » Ce que Richard ne savait pas, c'est que M. Dumont avait déjà vu de ses propres yeux et qu'il était sur le point d'entrer par la porte de ce bureau en quelques minutes. À la Maison de la Lumière, la matinée avait également commencé avec du mouvement. Rose Dupont terminait d'assembler le berceau en carton pour le bébé de Madame Clémence Lefebvre, une jeune femme arrivée au refuge quelques jours auparavant, sans famille et sans savoir où aller. Le petit était né la veille au soir dans un hôpital public et reviendrait cet après-midi dans les bras de sa mère. Rose avait recouvert le carton de tissu doux donné. Elle avait peint des petites étoiles sur les côtés avec de la peinture acrylique restante. Elle avait renforcé la base avec une autre couche de carton épais de ceux que Marie apportait du dépôt. Le berceau était magnifique, humble, mais fait avec un amour véritable. « Clémence est arrivée avec le bébé », annonça une des dames depuis la porte. Madame Clémence entra avec l'enfant enveloppé dans une couverture. Ses yeux étaient fatigués mais brillants. Quand elle vit le berceau peint d'étoiles, elle s'arrêta net. Elle porta la main à sa bouche et éclata en sanglots. « Rose, c'est vous qui avez fait ça pour mon enfant ? » « Bien sûr, ma fille. Cet enfant est à nous toutes maintenant. Bienvenue à la maison. Venez, couchez l'Angelo ici. » Clémence posa délicatement le bébé sur les tissus doux. Le petit ouvrit les yeux un instant. Il fit un petit bruit avec ses lèvres et se rendormit paisiblement. Toutes les femmes de la petite maison applaudirent doucement. Certaines pleuraient, d'autres souriaient, le visage transfiguré. C'était l'un de ces petits moments qui soutenaient toute la vie de cet endroit. Un enfant observait tout depuis un coin. Il avait les bras croisés, les genoux maigres dépassant de son pantalon rapiécé et un regard vif, trop vif pour son âge. Mathieu Bernard, 12 ans, de grands yeux sombres. Il avait grandi dans la petite maison depuis tout petit, depuis que sa mère l'avait laissé une nuit pluvieuse et n'était jamais revenue. Madame Simone l'avait pris comme son propre enfant. Et quand Simone était partie, c'est Marie qui avait assumé le soin silencieux de cet enfant sans rien demander en retour. Mathieu ne parlait pas beaucoup, mais il voyait tout et se souvenait de tout. Rose le découvrit dans le coin et lui sourit. « Mon fils, que fais-tu là, si silencieux ?»« Je pensais, tante. »« À quoi, mon amour ? Au monsieur qui était dehors hier, celui en costume. » Rose se tourna lentement vers lui. « Quel monsieur ?»« Mathieu. Celui qui pleurait collé au poteau. Je l'ai vu de la fenêtre arrière. Il écoutait l'histoire de tante Marie et pleurait énormément, tante. Comme on pleure quand on a une très vieille douleur. » Rose sentit un frisson. Elle ne sut pas pourquoi, mais quelque chose remua en elle. « Et il t'a vu, mon fils ?»« Non, tante. Je me suis caché derrière le rideau, mais il avait l'air de quelqu'un qui connaissait cet endroit, comme s'il avait déjà été ici. » Rose resta silencieuse. Elle regarda l'enfant avec un mélange de tendresse et de questionnement. « Mathieu, ne raconte ça à personne pour l'instant. Laisse-moi y réfléchir tranquillement. »« D'accord, tante. » Ce même matin, quelques heures plus tard, une voiture sombre se gara devant la clôture en bois de la Maison de la Lumière.
Du siège arrière descendit un homme grand, vêtu de vêtements beaucoup plus simples que la veille, une chemise sobre, un pantalon foncé, sans cravate. Il avait décidé de ne pas entrer en tant qu'homme d'affaires. Il avait décidé d'entrer en tant que ce qu'il était réellement, un fils qui avait mis trop de temps à revenir. François resta devant le portail un instant, respira profondément, poussa le bois. À l'intérieur, les femmes s'affairaient, certaines lavant, d'autres cuisinant. Les enfants jouaient dans la cour intérieure, sous le manguier tordu, qui donnait encore des fruits. Rose fut la première à remarquer l'étranger. Elle s'essuya les mains sur son tablier et marcha vers lui avec une expression prudente. « Puis-je vous aider, monsieur ?» François ouvrit la bouche. Il voulut parler. Il ne put pas. Il regarda autour de lui la cour, l'arbre, la pierre plate, la cuisine au fond, les rideaux usés. Tout était pareil, tout exactement comme il s'en souvenait. « J'ai... » commença-t-il, la voix brisée. « J'étais ici il y a très très longtemps, quand j'étais un tout petit enfant, avec ma maman. » Rose porta lentement la main à sa poitrine. Mathieu, qui observait depuis la porte de la cuisine, ouvrit de grands yeux. C'était le même monsieur qui avait pleuré collé au poteau. « Comment vous appelez-vous, monsieur ?» demanda Rose avec prudence. « François. François Dumont. Mais ma mère s'appelait Thérèse. Thérèse Dumont. Elle est morte ici, dans cette maison, dans une petite chambre au fond, avec des draps que Madame Simone lui avait apportés de l'hôpital de la Charité, où elle travaillait à la cuisine. » Rose laissa tomber le torchon qu'elle tenait. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. Au même instant, depuis la porte de la cuisine, une voix parla derrière Rose. « Thérèse Dumont !» François leva la tête, et là, debout sous le cadre de bois de la porte, le tablier en place et les mains blanches de farine, se tenait Marie Leclerc. Elle le regardait fixement. Elle ne le reconnaissait pas de visage, mais elle reconnaissait quelque chose de plus profond. Elle reconnaissait le nom de famille, elle reconnaissait l'histoire, elle reconnaissait la photo qu'elle avait collée au miroir de sa chambre. Le temps s'arrêta entre les deux. Les enfants cessèrent de jouer, les femmes cessèrent de cuisiner. Rose cessa de respirer un instant. Marie fit un pas en avant. Ses yeux se remplirent de larmes. « Vous êtes le petit garçon maigre de la photo. » François sentit ses jambes fléchir. Il s'appuya contre le tronc du manguier et hocha lentement la tête. « Oui, » dit-il d'une voix en morceaux. « Je suis ce garçon, celui qui n'est jamais revenu. Jusqu'à aujourd'hui. » Marie marcha lentement vers lui, les yeux pleins de larmes chaudes, et sans dire un mot de plus, elle l'embrassa. Elle l'embrassa comme la fille de Simone embrassant un frère perdu. Elle l'embrassa comme l'histoire de la cour enfin terminée. Et tandis que François pleurait contre l'épaule de cette femme qui, la veille encore, avait été humiliée dans son propre dépôt, Mathieu Bernard, depuis la porte de la cuisine, essuyait une larme avec sa manche et sentait que quelque chose d'énorme venait de changer pour toujours. Car dans cette cour de terre, sous un manguier planté avec les boucles d'oreilles en or d'une mère mourante, l'enfant qui avait oublié était enfin rentré chez lui. Mais aucun des trois n'imaginait qu'au même instant, à l'étage supérieur des entrepôts Horizon Sud, Richard Dubois signait d'une écriture furieuse le document de licenciement immédiat de Marie Leclerc et que le lendemain, quand elle tenterait de retourner au travail, la porte du dépôt lui serait fermée. L'étreinte sous le manguier dura le temps qu'il fallait. Pas une seconde de moins, pas une seconde de plus. Marie se sépara finalement avec délicatesse, sans lâcher complètement les mains de François, et le regarda dans les yeux avec une tendresse qu'il ne se souvenait pas avoir jamais reçue dans sa vie d'adulte. « Venez, monsieur François, asseyez-vous. Je vais vous servir un café, et nous parlerons tranquillement. Il y a beaucoup de choses que vous avez besoin de savoir, et beaucoup de choses que ma mère a laissées en vous attendant. » Les dames de la petite maison étaient restées paralysées, observant la scène. Rose Dupont porta son tablier à ses yeux. Madame Clémence Lefebvre, le bébé toujours endormi dans ses bras, murmurait une prière à voix basse. Les enfants, qui au début s'étaient approchés curieux, avaient compris sans comprendre que ce moment était sacré et s'étaient retirés lentement vers l'arrière-cour. Seul Mathieu Bernard était resté près, assis sur la pierre plate près du tronc du manguier, faisant semblant d'assembler quelque chose avec des petits bouts de fil de fer. Mais ses grandes oreilles étaient bien attentives à chaque mot. François se laissa guider jusqu'à un long banc de bois adossé au mur de la cuisine. Marie disparut à l'intérieur. Quand elle revint, elle apportait 2 tasses fumantes et une boîte en fer blanc cabossée, de ces vieilles boîtes où l'on garde les documents importants. Ma mère m'a laissé ça avant de partir. Elle m'a dit qu'à l'intérieur, il y avait des lettres, des photos et des souvenirs de personnes qu'elle a beaucoup aimées. Elle m'a fait promettre que si jamais quelqu'un venait frapper à cette porte avec l'air perdu, j'ouvrirais la boîte sans poser de questions.
François posa sa main sur le couvercle. Il n'osait pas encore le soulever. « Marie, vous n'avez aucune idée du poids que vous m'avez enlevé en m'accueillant. Je suis venu ici sans savoir à quoi m'attendre, sans savoir si j'allais être accueilli par une porte fermée, par des reproches, par le silence. Et vous m'avez serré dans vos bras. Pourquoi ?» Marie sourit. Un petit sourire, fatigué, sincère. Parce que ma mère m'a appris que ceux qui reviennent tard ne sont pas jugés sur le temps qu'ils ont mis, ils sont accueillis pour le courage qu'ils ont eu de revenir. François ferma les yeux. Cette phrase le transperça comme une douce aiguille. Il ouvrit lentement la boîte. À l'intérieur, il y avait des photographies décolorées, de petites enveloppes jaunies, une courte tresse de cheveux conservée dans un papier plié et, au fond, un cahier recouvert d'un tissu usé, écrit à la main du début à la fin, avec l'écriture rondelette de Madame Simone. Le cahier était un journal où Simone avait noté au fil des ans chaque nom, chaque visage, chaque histoire qui était passée par la Maison de la Lumière. François le feuilleta d'une main tremblante, jusqu'à trouver une page marquée d'un fil rouge. « Aujourd'hui, j'ai reçu Thérèse Dumont et son petit garçon François. La pauvre est arrivée avec une très mauvaise toux. Le garçon a les plus grands yeux que j'ai jamais vus de ma vie. Il s'est collé à ma jupe dès qu'il est entré. Je lui ai donné du lait tiède avec un peu de cassonade. Il a tout bu d'un coup. Il m'a dit de sa petite voix, « Madame, vous nous aimez ?» Je lui ai dit oui, et je lui ai juré intérieurement que je ne laisserai jamais cet enfant avoir faim tant que je serai en vie. » François ne put continuer à lire, il ferma le cahier et le serra contre sa poitrine. Il pleura en silence, comme les hommes qui passent leur vie sans se permettre de pleurer et qui, tout à coup, se retrouvent sans digue. Marie ne dit rien, elle posa simplement une main sur son dos et attendit. Tandis que ces retrouvailles se déroulaient sous le manguier dans les entrepôts horizon sud, la matinée avançait avec une tension différente. Richard Dubois avait déjà signé le document de licenciement et l'avait remis personnellement au bureau de Lucie Morel. Il avait exigé que le licenciement soit exécuté le jour même. Il avait invoqué une perte de confiance, un scandale public et une atteinte à l'image de l'entreprise en raison de la vidéo virale. Lucie avait lu le document les sourcils froncés. Elle savait que quelque chose ne collait pas. Un licenciement pour faute grave exigeait des preuves, et elle-même avait personnellement examiné le carton vide. Il n'y avait pas de délit, pas de vol, absolument rien qui puisse étayer cette décision. Mais Richard avait le soutien de 2 sous-directeurs qu'il avait lui-même recrutés au fil du temps et le protocole, hélas, permettait d'exécuter la séparation sous certaines figures administratives. Lucie décrocha le téléphone, appela directement le bureau de M. Dumont 3 fois. Personne ne répondit. Patricia Morel lui répondit par message écrit que monsieur était en réunion privée inéluctable et ne pouvait être interrompu pour rien au monde. Lucie serra les lèvres, passa la main sur son front et signa le document d'une main, tandis que de l'autre elle ouvrait un deuxième dossier séparé sur son ordinateur, un dossier privé où elle commença à garder des copies de tout. La vidéo, les témoignages, le protocole violé, les messages internes. Quelque chose lui disait que cette histoire n'était pas encore terminée et qu'elle aurait besoin de chacun de ses papiers plus tard. Quand Marie retourna au dépôt cet après-midi-là pour terminer une commande en attente, la surprise la frappa au portail. Le gardien, un homme âgé nommé Bernard Leroux, la regarda avec tristesse et lui parla à voix basse. « Ma fille, je ne peux pas te laisser entrer. J'ai des instructions écrites. On m'a donné l'ordre ce matin. »« Quel ordre, monsieur Bernard ? Tu es virée, ma fille, à partir d'aujourd'hui. Ici, il est écrit « Pour scandale public et perte de confiance. » Je suis vraiment désolé, mais si je te laisse passer, c'est moi qui perds mon travail. Marie resta figée devant le portail pendant plusieurs secondes. Elle ne pleura pas, ne cria pas, ne discuta pas. Elle hocha simplement la tête doucement, comme quelqu'un qui s'était déjà préparé à ce coup depuis la veille. « Je comprends, monsieur Bernard. Merci de m'avoir prévenu avec respect. Ce n'est pas votre faute, ma fille. Il y a autre chose. » Bernard sortit une enveloppe de la poche de sa veste. Il la lui tendit discrètement, regardant autour de lui. « Madame Yolande me l'a laissée ce matin de bonne heure, avec l'instruction que je vous la remette seulement si on vous refusait l'entrée. Elle dit qu'à l'intérieur, il y a tout ce dont vous aurez besoin. » Marie prit l'enveloppe avec précaution, la rangea dans son sac sans l'ouvrir. Là même, elle fit ses adieux au gardien avec un sourire éteint et entreprit le chemin du retour à pied, sans même la force de prendre le bus. Elle marcha des kilomètres et des kilomètres le long de l'avenue. Le soleil lui frappait le visage. Les voitures passaient à côté d'elle. Personne ne la regardait. Personne ne savait qui elle était. Elle n'était qu'une femme de plus marchand avec le poids du monde sur ses épaules. Quand elle arriva sur une petite place, elle s'assit sur un banc de fer. Elle ouvrit l'enveloppe avec des doigts tremblants.
À l'intérieur, il y avait 2 feuilles écrites à la main par Yolande Mercier. « Ami, quand tu liras ceci, tu ne travailleras plus avec nous. Je suis désolé du fond de l'âme, mais je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Plusieurs collègues organisons quelque chose en secret. Nous avons la vidéo originale non éditée. Nous avons des témoins prêts à parler de la façon dont Dubois t'a humilié sans raison. Nous avons le rapport interne, où il est clair que la boîte était vide, et nous avons aussi quelque chose que tu ne sais pas encore. » Marie tourna la page, le cœur battant. Il y a des mois, Dubois a renvoyé une autre collègue de l'équipe de nuit, une jeune femme nommée Delphine Dubois. Il lui a inventé qu'il manquait du matériel du dépôt et l'a accusée devant tout le monde, comme il l'a fait avec toi. Delphine a perdu son travail, a perdu la petite maison où elle vivait, a failli perdre la garde de son fils faute de salaire. Et ensuite, quand ils ont vérifié les inventaires, ils ont découvert que le matériel manquant était dans un entrepôt caché. Dubois l'avait sorti pour le vendre à l'extérieur, mais quand cela a été su, il avait déjà étouffé l'affaire avec une signature achetée. Nous avons aussi des preuves de cette autre affaire. Et maintenant, avec ta vidéo virale, la fenêtre s'est enfin ouverte pour le démasquer. Marie sentit l'air lui échapper soudainement de la poitrine. Richard Dubois n'était pas seulement un superviseur abusif, c'était un voleur qui utilisait des femmes humbles comme couverture pour ses propres délits depuis des années. Et elle, sans le savoir, était devenue le fil qui pouvait défaire tout le nœud. Marie plia la lettre, la serra contre sa poitrine, et pour la première fois de l'après-midi, ses yeux versèrent des larmes. Mais ce n'étaient pas des larmes de défaite, c'étaient des larmes de rage se transformant en force. Cette même nuit, à la Maison de la Lumière, François avait voulu partir. Il était resté aider à distribuer le dîner aux enfants, bien qu'il sût à peine servir une assiette. Il avait écouté des histoires sous le manguier. Il s'était assis sur la pierre plate, où il mangeait des mangues enfants, et avait pleuré en silence, tandis que les enfants jouaient autour de lui, sans comprendre pourquoi cet homme élégant avait les yeux rouges. Mathieu Bernard s'était approché doucement et s'était assis à côté de lui sans parler, partageant simplement l'espace, comme le font les enfants quand ils sentent que l'adulte à côté d'eux a plus besoin de compagnie que de mots. « Monsieur François, » dit Mathieu après un long silence, « quand j'aurai votre âge, je veux avoir du cœur. Je ne veux pas seulement avoir de l'argent, car l'argent s'épuise, mais le cœur continue de travailler jusqu'au dernier jour. » François se tourna lentement vers l'enfant. « Qui t'a appris ça, Mathieu ?»« Tante Marie. Et avant elle, grand-mère Simone. Elle me racontait qu'un cœur gardé dans une boîte vide vaut plus que 1000 boîtes pleines d'or. » François sentit un coup dans la poitrine. Des boîtes vides tout ce temps, toutes ces années, tandis qu'il avait vécu obsédé par le fait de remplir des boîtes de billets, de contrats, de chiffres. Cette femme humble avait marché chaque après-midi dans la rue, portant des boîtes vides, qui étaient en réalité les plus remplies du monde, pleines de sens, pleines de mémoire, pleines d'amour. Au même instant, Marie entra par le portail de la petite maison. Elle était fatiguée, les chaussures sales, le sac à main en bandoulière, les yeux gonflés, mais avec quelque chose de nouveau dans le regard. Une étincelle, une décision. François se leva à peine l'avoir vue. « Marie, que s'est-il passé ?» Elle s'approcha, posa son sac sur le banc, respira profondément. « Ils m'ont licencié aujourd'hui, monsieur François. Dubois a obtenu la signature pour me séparer de votre entreprise. » François serra les mâchoires. Le sang lui monta aux tempes. « Qu'avez-vous dit ? Qu'ils m'ont licencié sans preuve, sans audience, sans droit de me défendre. Mais je ne suis pas venu me plaindre à vous. Je ne suis pas venu vous demander de me rendre mon travail. » « Marie, non, monsieur. Écoutez-moi. Je suis venu vous demander autre chose. » Elle sortit de son sac la lettre de Yolande Mercier. Elle la lui tendit. François la reçut d'une main tremblante. Il la lut en silence, ligne par ligne. Quand il eut fini, ses yeux avaient une lueur différente de celle du matin. Ce n'étaient plus les yeux de l'homme d'affaires froid, ce n'étaient pas non plus les yeux de l'homme brisé, c'étaient les yeux de l'enfant de la cour du manguier transformé en guerrier. « Ce n'est pas contre moi, Marie. C'est contre d'autres Delphine. C'est contre d'autres Marie. C'est contre toute femme humble qui est passée par les mains de cet homme dans mes propres entreprises. » « Exactement, monsieur François. Et si nous devons nous battre, je veux que nous nous battions non seulement pour moi, je veux que nous nous battions pour toutes celles qui n'ont pas eu cette chance. » François hocha lentement la tête, prit son téléphone dans sa poche, composa un numéro. « Patricia, j'ai besoin que demain à la première heure, vous me réunissiez avec Lucie Morel, avec les conseillers juridiques et avec un détective privé. Et j'ai aussi besoin des dossiers de toutes les travailleuses licenciées pour scandale public ces dernières années. Toutes, sans exception. Je ne veux pas qu'on en oublie une seule. » Il raccrocha. Il regarda Marie. « Demain commence l'autre guerre,
Et cette fois, nous ne la perdrons pas. La tour corporative du groupe Dumont Logistique s'élevait contre le ciel du lendemain matin comme un géant de cristal. François entra par la porte principale d'un pas que les employés de la réception ne lui avaient jamais vu. Il ne salua pas avec sa froideur habituelle, ne demanda pas de café, ne s'arrêta pas devant le miroir du couloir exécutif pour ajuster son col. Il marcha droit vers l'ascenseur privé avec Marie Leclerc à ses côtés, vêtue de la même simplicité, son sac en bandoulière sur la poitrine et le regard haut. Les employés se retournaient discrètement. Certains reconnaissaient Marie de la vidéo. D'autres percevaient simplement l'air différent qui entourait cette femme humble, marchant aux côtés du propriétaire du groupe. Dans la salle de réunion du 22 étage attendaient déjà Lucie Morel, Patricia Morel, 2 avocats d'affaires nommés Ignace Dubois et Valentine Fournier, et un homme à l'expression sereine, avec un dossier épais sur les genoux. Le détective privé, Étienne Roux. François entra et ferma la porte personnellement. Il ne s'assit pas à la tête de table. Il traîna une chaise ordinaire du côté de la table et la plaça à côté de celle de Marie. Puis il s'installa à ses côtés. Le geste était petit, mais il disait tout. Marie n'était pas une invitée à cette réunion. Elle était l'autre voix principale. « Merci d'être venu à cette heure », commença François d'une voix ferme. « Je vais être direct. Ce dont nous allons parler ici ne sortira pas de cette salle tant que je ne l'aurai pas autorisé. Nous sommes face à un problème qui est bien plus grand qu'il n'y paraît et nous allons l'attaquer à la racine. » Lucie Morel respira profondément et ouvrit son ordinateur portable. « Monsieur Dumont, avant que vous ne continuiez, je dois vous dire quelque chose. Je savais que le licenciement de Madame Leclerc était injuste. J'ai essayé de vous prévenir. Mais je n'ai pas réussi à vous contacter à temps. Malgré tout, j'ai signé le document sous la pression de Dubois et de ses sous-directeurs. Je veux que vous sachiez que pendant tout le processus, j'ai conservé des copies privées de chaque preuve qui est passée entre mes mains. J'ai des sauvegardes de la vidéo non éditée. J'ai des messages internes où Dubois se vante d'avoir de l'influence sur la direction opérationnelle, et j'ai les protocoles violés, signalés un par un. » Elle ouvrit un dossier à l'écran avec plus de 40 fichiers classés par date. François regarda Lucie avec un mélange de respect et de gratitude. « Lucie, vous venez de faire plus pour cette entreprise en une seule nuit que de nombreux cadres dans toute leur carrière. Merci. » Puis il se tourna vers l'enquêteur. « Étienne, dites-nous ce que vous avez trouvé. » Étienne Roux posa le dossier sur la table. Il l'ouvrit calmement. « Monsieur Dumont, j'ai passé toute la nuit à enquêter sur le schéma que Madame Yolande Mercier a décrit dans la lettre que vous m'avez envoyée et les conclusions sont accablantes. Richard Dubois a procédé à des licenciements sous des accusations similaires pendant des années. Toutes les victimes ont été des femmes, toutes humbles, toutes sans ressources légales pour se défendre. Et dans au moins 3 cas confirmés, les inventaires manquants qu'il a attribués aux travailleuses sont apparus par la suite vendus dans des locaux informels du marché noir, traçables, jusqu'à des intermédiaires, directement employés par lui. Marie serra les poings sur ses genoux. « J'ai identifié 7 licenciements suspects, » continua Étienne. « Parmi ces 7, 6 femmes vivent encore dans le même périmètre urbain. Je les ai toutes localisées. Et l'une d'entre elles, la plus connue des autres employés, est Delphine Dubois. Elle vit dans une chambre louée derrière une boulangerie. Elle a perdu la garde temporaire de son fils pendant des mois faute de salaire prouvable. Aujourd'hui, elle survit en vendant des galettes dans une charrette près de l'arrêt de bus. » François ferma les yeux un instant. Quand il les rouvrit, son regard brûlait. « Vous avez pu la contacter ? » ?»« Oui, monsieur. Elle m'a reçu cette nuit. Au début, elle s'est méfiée de moi, mais quand je lui ai dit que nous enquêtions sur Dubois, elle a éclaté en sanglots. Elle m'a dit qu'elle attendait depuis des années que quelqu'un la croie. Marie parla pour la première fois depuis qu'elle s'était assise. « Je veux la rencontrer aujourd'hui même. » François hocha la tête. « Nous irons ensemble. » La boulangerie se trouvait à un coin de rue étroit, où l'odeur du pain frais se mêlait au bruit des bus. Derrière une petite grille latérale, au fond d'une cour, se trouvait la chambre de Delphine Dubois. C'était un petit espace, propre, avec un seul lit, un réchaud, une image religieuse collée au mur et un cahier d'écolier ouvert sur une petite table. Delphine sortit pour les accueillir avec un tablier sur ses vêtements. Ses yeux étaient éteints, mais avec une dignité intacte. À peine a-t-elle vu Marie qu'elle se couvrit la bouche des mains et ses yeux se remplirent de larmes. « Vous êtes celle de la vidéo, murmura-t-elle. Celle qui n'a pas craqué, celle qui lui a parlé en face. » Marie l'embrassa sans hésiter. 2 femmes humiliées par le même homme, se reconnaissant sans s'être connues auparavant. François resta à quelques pas derrière, leur laissant de l'espace, mais il sentit les larmes lui monter aux yeux. Encore une fois,
Ils s'assirent dans la petite pièce. Delphine leur raconta tout. Comment Dubois lui avait inventé un vol d'outils. Comment il l'avait humiliée devant les collègues de l'équipe de nuit. Comment elle avait perdu son salaire, puis la pièce où elle vivait, puis son enfant, qui avait dû aller vivre un temps chez une tante pendant qu'elle essayait de reconstruire quelque chose. Comment elle avait voulu porter plainte. Mais les avocats qu'elle avait consultés lui avaient dit que sans preuve concrète, il n'y avait pas de cas. Comment elle avait appris à faire des galettes de la mémoire de sa mère, car c'était la seule chose dont elle n'avait pas besoin de patron pour subsister. Mais le plus dur n'a pas été de perdre mon travail, Madame Marie. Le plus dur a été de voir les yeux de mon enfant quand j'ai dû le laisser à ma sœur. Il n'avait que 7 ans. Il m'a demandé si j'allais cesser d'être sa maman, et j'ai dû lui mentir, lui jurant que nous nous reverrions très vite, alors qu'au fond de moi, je ne savais pas si ce serait vrai. Marie lui prit les 2 mains. « Delphine, c'est bon, vous n'êtes plus seule. Ce qu'ils vous ont fait, ils le paieront, et nous allons récupérer votre petit enfant avec vous. Je vous le jure sur l'âme de ma mère. » François s'avança, s'agenouilla près du lit de Delphine pour être à sa hauteur. « Madame Delphine, je suis le propriétaire du groupe Dumont Logistique. Je suis l'homme que vous avez maudit en silence toutes ces années pour ne pas avoir protégé vos propres employés. Et vous aviez raison. Je ne regardais pas en bas. Je regardais les bilans, les rapports, les chiffres. Et pendant que je signais des papiers dans mon bureau, des hommes comme Dubois détruisaient des vies comme la vôtre en utilisant mon entreprise comme bouclier. » Delphine le regarda, les yeux grands ouverts. « Monsieur, écoutez-moi. Aujourd'hui, je suis ici pour vous demander pardon personnellement et pour vous dire que tout ce qui vous a été enlevé vous sera restitué. Le salaire de toutes ces années, les dommages moraux, la chambre que vous avez perdue, et vous aurez un emploi digne dans mon entreprise le jour où vous voudrez revenir, mais seulement le jour où vous le voudrez, car personne d'autre en mon nom ne vous obligera à quoi que ce soit. » Delphine porta ses 2 mains à son visage et pleura longtemps. Marie lui tendit un mouchoir. Avant de partir, François lui remit une carte avec un numéro direct. « Appelez-moi quand vous voulez. La nuit, au petit matin, quand vous voulez. Maintenant, ce numéro est aussi le vôtre. » Quand ils sortirent de la chambre, François s'arrêta un instant au coin de la boulangerie, appuya sa main contre le mur et respira profondément. Marie s'approcha. « Vous allez bien, monsieur François ? » « Non, Marie, je ne vais pas bien, mais pour la première fois depuis très longtemps. Je ne veux pas l'être encore. Je crois que j'avais besoin de ressentir ça. Je crois que mon âme était engourdie par tant de confort. » Ils marchèrent ensemble vers la voiture, où Antoine Lemoine les attendait en silence. Cet après-midi-là, François convoqua un conseil d'administration extraordinaire. Il ne demanda la permission à personne. Il annonça simplement que la réunion était obligatoire et que tous devaient être présents. Richard Dubois, convoqué avec les autres directeurs opérationnels, entra dans la salle la poitrine gonflée, sans soupçonner ce qui l'attendait. Quand il vit Marie assise aux côtés de M. Dumont, son visage se décomposa en un instant. « Que fait cette femme ici ?» demanda-t-il en haussant la voix. « C'est une réunion de direction. »« Asseyez-vous, Dubois, » répondit François, sans lever les yeux de ses papiers. « Et baissez la voix, aujourd'hui, c'est moi qui vais parler. » Richard s'assit, confus, tentant toujours d'imposer sa présence par son attitude. François ouvrit un dossier. Sur la table, il déploya des photographies, des inventaires croisés, des documents signés et des registres de mouvements dans des entrepôts secondaires. Monsieur Dubois, depuis des années, vous utilisez cette entreprise comme un outil privé pour votre enrichissement personnel. Depuis des années, vous construisez de fausses accusations contre des femmes humbles pour détourner l'attention des vols que vous exécutez vous-même avec des intermédiaires. Depuis des années, vous utilisez mon nom, ma signature et mon entreprise comme bouclier de vos propres activités illégales. Richard se leva. C'est un mensonge. J'ai des années de service impeccable. Vous n'avez aucune preuve de rien. Des preuves ? François se leva également. Il désigna les dossiers sur la table. Ici, vous avez des preuves. Ici, vous avez des noms. Ici, vous avez des dates approximatives. Ici, vous avez des témoins prêts à témoigner. Ici, vous avez la déclaration signée de Madame Delphine Dubois, une femme que vous avez ruinée et à qui je restitue aujourd'hui même sa dignité et son moyen de subsistance. Richard pâlit. Vous, et en plus, monsieur Dubois, ici, vous avez la déclaration de 5 autres femmes, toutes licenciées par vous sous de fausses accusations, toutes prêtes à témoigner, toutes accompagnées par une équipe juridique que mon entreprise paiera de sa propre poche pour rendre justice. Les autres directeurs présents dans la salle observaient la scène dans un silence absolu. Certains baissèrent les yeux. D'autres regardèrent Richard avec des expressions mêlant surprise et condamnation. Personne n'osa le défendre.
François se tourna vers les avocats d'affaires. Ignace, Valentine, procédez à la notification formelle. Monsieur Dubois est immédiatement séparé de l'entreprise, avec une juste cause prouvée. Tous les paiements en attente sont retenus en attendant la résolution des procédures administratives correspondantes et mettez immédiatement à la disposition du ministère public tous les documents recueillis. « Vous ne pouvez pas me faire ça !» cria Richard, la voix brisée. « J'ai une famille, j'ai des responsabilités. » Marie, qui était restée silencieuse pendant toute la réunion, le regarda alors pour la première fois. « J'ai aussi une famille, monsieur Dubois. J'avais des collègues dans ce dépôt qui étaient ma famille. J'avais des enfants dans une humble maison qui sont ma famille. Et vous alliez nous couler toutes avec la même facilité avec laquelle vous avez signé mon licenciement hier. Alors, n'utilisez pas ce mot avec nous. Vous ne savez pas ce que cela signifie. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Richard fut escorté hors de la salle par 2 agents de sécurité de l'entreprise. Avant de sortir, il se tourna une dernière fois vers Marie avec un regard de haine. Mais elle ne lui rendit pas son regard. Elle n'avait plus le temps pour lui. Elle regardait vers l'avant. Cette nuit-là, en rentrant à la maison de la Lumière, Marie trouva Mathieu Bernard l'attendant, assis sur la pierre plate de la cour, regardant la lune à travers les branches du manguier. « Tante, tu as gagné. » Marie s'assit à côté de lui passa le bras autour des épaules. « Aujourd'hui, oui, mon amour, mais cette histoire n'est pas encore terminée. Il y a plus d'enfants à aider, plus de maisons à ouvrir, plus de voix à élever. » Mathieu posa sa tête sur l'épaule de Marie, et entre les feuilles de l'arbre, les premières étoiles de la nuit brillèrent comme des témoins silencieux de quelque chose de bien plus grand qui ne faisait que commencer. Au cours des semaines qui suivirent le départ de Richard Dubois, toute l'entreprise sembla respirer différemment. Les couloirs du dépôt prirent une autre couleur. Les collègues qui auparavant regardaient le sol commencèrent à se saluer avec un sourire franc. Yolande Mercier fut promue superviseur de l'équipe du matin. Le gardien Bernard Leroux reçut une reconnaissance publique pour son intégrité, et les documents recueillis par le détective Étienne Roux étaient déjà entre les mains du ministère public, progressant avec un poids qu'aucun avocat acheté ne pouvait freiner. Valentine Fournier, l'avocate d'affaires, coordonnait avec Ignace Dubois la restitution financière à chacune des 7 femmes identifiées, non seulement à Delphine Dubois, mais aussi à Sonia Girard, Martine Leclerc, Adéline Petit, Berthe Martine, Rosalie Duvalette, Eugénie Morel, toutes visitées, toutes écoutées, toutes reconnues comme victimes d'un schéma qui avait été ignoré pendant trop longtemps. François Dumont avait changé. Ce n'était plus le même homme qui entrait en hâte dans son bureau. Il arrivait maintenant tôt, passait par le dépôt pour saluer les travailleurs par leur nom et terminait ses journées à la Maison de la Lumière, aidant à servir le dîner ou s'asseyant sur la pierre plate près du manguier pour écouter les histoires de Mathieu Bernard. Mais il y avait quelque chose qu'il n'avait pas encore affronté, quelque chose qu'il avait gardé au fond de sa poitrine comme une petite pierre lourde, quelque chose que Marie Leclerc avait remarqué sans rien dire. Son fils, Sébastien Dumont, un adolescent grand et silencieux, qui vivait dans la même immense maison que François, mais qui passait des années sans échanger plus de 3 mots par jour avec lui. Depuis le décès de la mère de Sébastien, père et fils étaient devenus 2 habitants d'un même château silencieux. Un après-midi, Marie osa aborder le sujet. « Monsieur François, ce n'est pas mon affaire, mais vous reconstruisez la vie de nombreuses personnes et celle de votre propre fils. » François baissa les yeux vers la tasse de café qu'il tenait entre ses mains. « Marie avec Sébastien, je ne sais plus par où commencer. Il me regarde comme si j'étais un étranger. Et il a raison. Pendant des années, j'ai été un étranger. Alors cessez de l'être. » François la regarda. Marie sourit avec cette tendresse ferme habituelle. « Amenez-le à la petite maison. Ne lui expliquez rien avant. Laissez-le voir de ses propres yeux. » Cette même nuit, Françoise attendit Sébastien dans le grand salon de la maison. L'adolescent descendit les escaliers, ses écouteurs sur les oreilles, les sourcils froncés, et l'attitude de celui qui avait déjà décidé que cette conversation serait également vide. « Sébastien, demain, je veux t'emmener quelque part. Papa, j'ai des plans. Je te demande juste un après-midi. Après, si tu veux, tu ne m'adresses plus la parole pour le reste de ta vie, mais donne-moi cet après-midi. » Le garçon enleva un écouteur, le regarda avec méfiance. « Quel endroit ? » ?»« Un endroit où il y a très longtemps quelqu'un nous a sauvé la vie, à ta grand-mère Thérèse et à moi. Un endroit que j'ai trahi pendant des années par mon oubli, et qui aujourd'hui m'apprend tout ce que j'aurais dû t'apprendre. » Sébastien resta silencieux. Quelque chose dans le ton de son père était nouveau. Sans s'en rendre compte, il hocha la tête. Lorsque la voiture s'arrêta devant la clôture en bois de la Maison de la Lumière, Sébastien regarda par la fenêtre avec un mélange de curiosité et de méfiance.
Jamais de sa vie il n'avait été dans un quartier comme celui-ci, ni dans une rue en terre, ni devant une humble maison au toit de tôle rafistolée. François descendit le premier. Sébastien le suivit lentement, à l'intérieur. Les enfants jouaient dans l'arrière-cour. Rose Dupont lavait la vaisselle près du fourneau. Madame Clémence Lefebvre allaitait son bébé assise sur une chaise en plastique. Espérance Moreau courait après une poule distraite. Et sur la longue table de la cour intérieure, Marie pliait des cartons avec Mathieu. Mathieu fut le premier à voir Sébastien. Il resta immobile à le regarder. Sébastien ne savait pas quoi faire. Il plongea les mains dans ses poches, fit un pas de côté comme quelqu'un qui cherche à sortir sans être remarqué. Mais Mathieu se leva de sa chaise, marcha vers lui sans peur, et lui tendit la main. « Bonjour, je suis Mathieu. Tu es le fils de Monsieur François. » Sébastien hésita. Jamais personne ne lui avait parlé avec cette spontanéité. Dans son collège privé, tout le monde calculait chaque phrase avant de lui adresser la parole. Il serra la main de l'enfant avec maladresse. « Oui, je suis Sébastien. Viens, je vais te montrer le manguier que ta grand-mère Thérèse a aidé à planter. » Sébastien se tourna vers son père, confus. François hocha la tête, les yeux humides. L'adolescent suivit l'enfant jusqu'au centre de la cour. Pendant l'heure suivante, Mathieu raconta à Sébastien toute l'histoire d'une voix claire, celle de quelqu'un qui n'a pas l'âge de mentir. Il lui parla de Madame Simone, de la maladie de Thérèse, de la façon dont cet arbre avait grandi avec les boucles d'oreilles en or d'une mère qui avait tout donné, de la façon dont ce petit garçon maigre de l'histoire était maintenant son père. Sébastien écouta. Il n'interrompit à aucun moment. Il ne montra à aucun moment un signe d'ennui ni ne sortit son téléphone portable. À la fin, il s'assit simplement sur la pierre plate, regarda l'arbre, passa une main sur ses yeux. François s'approcha lentement, s'assit à côté de son fils. « Papa, pourquoi ne m'as-tu jamais rien raconté de tout ça ? » « Parce que je l'avais moi-même enterré, mon fils. Parce que je croyais que le mieux était d'oublier. Et pendant que j'oubliais qui j'avais été, j'ai aussi oublié d'être ton père. Je te demande pardon, Sébastien. Pour toutes les années où je n'ai pas été là, pour tous les silences, pour toutes les fois où j'ai préféré une réunion à un dîner avec toi. » Sébastien ne répondit pas immédiatement. Il baissa la tête, ses épaules tremblèrent, et soudain cet adolescent à la carapace dure, ce jeune homme qui avait passé des années à faire semblant que rien ne lui importait, se pencha vers son père et l'embrassa. Il l'embrassa longtemps. Il l'embrassa, comme il ne l'avait pas fait, depuis qu'il était très petit. Marie les vit depuis la porte de la cuisine. Elle porta les mains à sa poitrine. Les larmes lui coulèrent sans prévenir. Cette même nuit, de retour à la maison, Françoise invita son fils au bureau. Il lui montra la boîte en fer blanc que Marie lui avait donnée. Il lui montra la lettre de Thérèse. Il lui montra le journal de Simone. Et là, entre les pages du journal, ils trouvèrent ensemble une feuille volante que François n'avait pas encore examinée. C'était une brève annotation écrite par Simone des années après la mort de Thérèse. Aujourd'hui est venu me rendre visite l'oncle qui a emmené le petit François. Un homme âgé, de peu de mots, il avait les yeux tristes. Il m'a dit qu'il n'était pas capable d'élever l'enfant comme il le méritait, mais que les papiers légaux l'obligeaient à s'acquitter de cette tâche. Il m'a supplié de lui pardonner si un jour l'enfant grandissait sans amour. Il m'a promis au moins d'assurer qu'il ne manquerait jamais de nourriture ni d'école. J'ai prié pour lui et j'ai prié pour le petit François, car parfois, ceux qui remplissent une obligation sans affection font plus de mal silencieux que ceux qui abandonnent ouvertement. François lut l'annotation 2 fois. Sébastien l'observait de l'autre côté du bureau. « Papa, cet oncle, c'est lui qui t'a élevé ?»« Oui. Et je n'ai jamais su m'expliquer pourquoi j'ai toujours eu l'impression qu'il remplissait un devoir, et non de l'affection. Aujourd'hui, je comprends. Il a fait ce qu'il a pu, mais le froid avec lequel j'ai appris à vivre venait de là. Et moi, sans m'en rendre compte, je te transmettais ce même froid. » Sébastien s'approcha, posa une main sur celle de son père. « Tu ne le feras plus, papa. Tu ne le feras plus. » Le lendemain, à la Maison de la Lumière, Delphine Dubois arriva en marchant, un petit garçon tenu par la main. L'enfant regardait tout avec de grands yeux, étonné par le manguier, par les autres enfants qui couraient, par l'odeur de ragoût sortant de la cuisine. « Marie, je te présente mon fils. Je l'ai récupéré aujourd'hui. » La juge a statué ce matin. Marie s'agenouilla devant l'enfant. Elle lui caressa la joue avec tendresse. « Bonjour, mon amour. Bienvenue à la petite maison. » L'enfant sourit timidement et s'approcha de Delphine, se cachant derrière sa jupe. Mathieu s'approcha avec un carton découpé en forme d'avion et le lui offrit en cadeau. « Viens, je vais t'apprendre à faire voler ça. » Les deux enfants s'enfuirent en courant vers le fond de la cour. Delphine et Marie restèrent l'une à côté de l'autre, les regardant s'éloigner. Aucune ne dit rien. Ce n'était pas nécessaire.
Dehors, devant le portail, une voiture sombre se gara. 3 personnes avec des caméras et des carnets descendirent. Un reporter s'approcha de la clôture avec respect. « C'est la maison de la lumière ? Nous venons de nouvelles du Sud. On nous a dit qu'il y avait ici une histoire que tout le pays devrait connaître. » Marie regarda Rose. Rose regarda Marie, et pour la première fois depuis des décennies, la petite maison était sur le point de sortir de l'anonymat. L'équipe de Nouvelles du Sud entra dans la maison de la lumière, avec le respect de celui qui foule une terre sacrée. La reporter s'appelait Antonia Vidal. C'était une femme sérieuse, à la voix basse, qui avait demandé par téléphone l'autorisation de Marie avant d'amener une seule caméra à l'intérieur de la cour. Marie avait accepté à une seule condition, qu'elle ne soit pas la protagoniste du reportage, qu'il parle de Madame Simone, des femmes de la petite maison, des enfants, du manguier. L'interview dura toute la matinée. Antonia écouta les yeux brillants. Rose Dupont montra les berceaux en carton qu'elle avait construits au fil des ans. Madame Clémence Lefebvre raconta comment elle était arrivée sans but avec son bébé et avait été accueillie sans question. Espérance Moreau récita un poème qu'elle avait appris avec tante Marie. Mathieu Bernard, assis sur la pierre plate, raconta de sa voix claire l'histoire du petit garçon maigre du comte, sans nommer François, car Marie lui avait demandé de respecter ce secret qui était encore le sien. François Dumont observait depuis un coin de la cour avec Sébastien. Il avait décidé de ne pas apparaître à l'écran. Ce n'était pas son moment, c'était le leur. Quand le reportage fut diffusé, le pays entier s'arrêta. Les réseaux sociaux se remplirent de commentaires. Des milliers de personnes pleurèrent devant leurs écrans. La vidéo qui des mois auparavant avait humilié Marie dans les entrepôts Horizon Sud fut remplacée sur les plateformes par une nouvelle vidéo. Celle où Rose montrait un berceau en carton avec des petites étoiles peintes. Celle où Espérance récitait son poème les mains jointes. Celle où Mathieu disait, regardant directement la caméra avec cette dignité des enfants qui ont déjà trop vécu. Ma tante Marie m'a appris que les bonnes personnes n'ont pas besoin d'être vues. Il leur suffit de savoir qu'elles font ce qui est juste. Cette phrase parcourut tout le continent en quelques jours. La réponse publique fut un tsunami. Des dons arrivèrent de lieux inattendus, des familles modestes envoyant de petites sommes dans des enveloppes avec des lettres manuscrites. Des entreprises de taille moyenne offrant des services, des universités invitant Marie comme conférencière, des écoles demandant à visiter la petite maison avec leurs élèves, et des mères anonymes envoyant des messages confessant que cette histoire leur avait rendu la foi en quelque chose qu'elles croyaient perdu. François ne resta pas immobile, mais il ne se tint pas non plus en marge. Il convoqua sa propre conférence de presse, une seule, courte, devant la porte de sa tour corporative. Il parla debout, sans pupitre, sans conseiller derrière lui, Sébastien à ses côtés. « Mon nom est François Dumont. Pendant des années, j'ai bâti un empire en ignorant les personnes qui soutenaient chaque brique de mes bâtiments. Aujourd'hui, je déclare publiquement 2 choses. La première, que le groupe Dumont Logistique destinera une partie permanente de ses revenus à la Fondation Simone Dubois, officiellement créée à partir d'aujourd'hui, dédiée à la protection et à l'accompagnement des femmes modestes, victimes de licenciements arbitraires et d'abus professionnels silencieux. La seconde, que cette fondation ne portera pas mon nom, elle portera le nom de la femme qui m'a sauvé quand j'étais un tout petit enfant. Car les empires se construisent avec des chiffres, mais les héritages se construisent avec gratitude. Le discours dura moins de 2 minutes, mais fut partagé des millions de fois. Les jours passèrent. La petite maison fut restaurée avec l'aide des donateurs, mais en respectant chaque détail original. Le manguier resta intact. La pierre plate resta à sa place. Les rideaux usés furent remplacés par de nouveaux, mais Rose garda les anciens dans un coffre comme une relique. La clôture en bois fut renforcée. 2 chambres supplémentaires furent ajoutées au fond. Une petite bibliothèque avec des livres donnés par les écoles du pays, et une nouvelle plaque à côté de l'ancienne plaque de Madame Simone, qui disait « Ici, tout le monde est accueilli. Où il y a du cœur, il y a un abri. » Richard Dubois fut formellement condamné par le système judiciaire. Les biens accumulés par ces vols furent remis dans le cadre de la restitution aux victimes. Il n'apparut plus dans aucun document public. Son histoire se termina comme se terminent toutes les histoires de ceux qui ont cru pouvoir humilier les humbles sans conséquence. Dans le silence de l'oubli, Delphine Dubois accepta l'emploi que François lui offrit, mais non pas comme opératrice, mais comme coordinatrice du nouveau programme d'accompagnement des travailleuses dédié à la surveillance des protocoles internes de l'entreprise et à la prévention de toute forme d'abus. Son fils, réintégré définitivement, fut inscrit dans la même école publique où était Mathieu. Lucie Morel fut promue directrice générale des ressources humaines du groupe. Patricia Morel conserva son poste d'assistante personnelle,
Mais François lui reconnut officiellement ses années de loyauté, avec un ensemble qui lui permit de construire enfin la maison qu'elle n'avait jamais pu avoir. Yolande Mercier, depuis son nouveau poste de superviseur, fonda un petit comité interne de travailleuses pour examiner les plaintes silencieuses. Bernard Leroux resta le gardien du portail, mais maintenant, il entrait et sortait la tête haute. Le détective Étienne Roux fut engagé en permanence par l'entreprise pour auditer d'autres dépôts dans différentes régions, et les 6 autres femmes sauvées par l'enquête poursuivirent leur chemin avec une restitution intégrale. Sébastien Dumont revint à la Maison de la Lumière tous les week-ends sans que personne ne le lui demande. Il avait commencé à aider aux devoirs scolaires des enfants. Il avait découvert presque par hasard qu'il était bon pour expliquer les mathématiques. Mathieu l'avait adopté comme un grand frère silencieux. Un après-midi, marchant ensemble dans la cour, Sébastien s'arrêta devant le manguier. « Papa, je veux étudier quelque chose qui serve à des endroits comme celui-ci. Je ne veux pas gérer des entreprises. Je veux faire des lois qui protègent les personnes que personne ne protège. » François ne répondit pas immédiatement. Il lui passa le bras autour des épaules, le serra fort contre sa poitrine et sourit, les yeux remplis de larmes. « Ta grand-mère Thérèse aurait été fière de toi, mon fils, et moi aussi. » Un matin tranquille, Marie monta dans la petite chambre où elle vivait. Elle s'approcha du miroir et pour la première fois depuis longtemps, elle décolla la vieille photo qu'elle y avait depuis des mois, celle où sa mère embrassait une femme malade et un petit garçon aux grands yeux. Elle emporta la photo du petit garçon maigre à la petite maison. Elle la tendit à François sans dire un mot. François la prit d'une main tremblante, reconnut sa mère, reconnut Madame Simone, se reconnut lui-même, petit, serré contre la jupe de la femme qui lui avait donné le premier plat chaud de sa vie. « Marie, où était cette photo ?» Collée au miroir de ma chambre. Toutes les nuits avant de me coucher, je regardais le petit garçon et lui souhaitais bonne nuit, sans savoir qui il était, sans savoir qu'un jour il viendrait frapper à cette porte devenue homme. François ne put parler. Il serra la photo contre son cœur. Le dernier jour de cette année, la Maison de la Lumière organisa un dîner ouvert pour tout le quartier. De longues tables dressées avec des cartons recouverts de tissu, de grandes marmites de soupe fumante, du pain frais, des centaines de petites bougies réparties dans la cour. Vinrent les voisins, vinrent les familles des enfants du refuge, vinrent les femmes secourues, vinrent les travailleurs du dépôt, anciens et nouveaux. Vint Antonia Vidal avec son équipe, mais cette fois sans caméra, seulement pour manger. Vint Sébastien avec une amie du collège qui avait insisté pour connaître l'endroit. Vinrent Lucie, Patricia, Yolande, Bernard, Étienne, Ignace, Valentine, Delphine avec son fils par la main, Madame Clémence avec son bébé endormi sur l'épaule, Espérance courant entre les jambes des invités. Au centre de la cour, sous le manguier, François et Marie s'assirent l'un à côté de l'autre sur la pierre plate. Mathieu s'installa entre les deux comme toujours. Rose demanda le silence d'un léger coup de cuillère contre une marmite. Tous se turent. Même le vent sembla s'arrêter. « Marie, ma fille, dis quelques mots. L'endroit te les demande. » Marie ne voulait pas, mais Mathieu la poussa doucement de l'épaule. Elle se leva, regarda autour d'elle, respira profondément et parla d'une voix des plus sereines. « Pendant longtemps, j'ai marché dans cette ville en portant des boîtes vides. Les gens riaient, les gens me montraient du doigt, les gens juraient que j'étais une voleuse, que j'étais folle, que je ne valais rien. Mais ces boîtes n'ont jamais été vides. Ces boîtes portaient la mémoire de ma mère, portaient les rêves de ses enfants, portaient la faim de dames qui n'avaient nulle part où aller, portaient le silence de toutes les femmes qui ont un jour été humiliées par quelqu'un de plus fort et n'ont pas eu de voix pour se défendre. » Elle fit une pause, ses yeux brillants. « Aujourd'hui, je veux vous dire quelque chose que ma mère m'a appris. Que les personnes de valeur ne se mesurent pas à ce qu'elles portent entre les bras, elles se mesurent à ce qu'elles portent dans leur cœur. Qu'une boîte vide dans les bonnes mains peut construire des berceaux pour bébés, des tables pour enfants, des toits pour mères sans abri, et qu'une boîte pleine d'or dans les mauvaises mains ne suffit même pas à acheter la paix d'une minute. » Les yeux de tous les présents étaient humides. Même les enfants, bien qu'ils ne comprissent pas tout, sentaient que quelque chose d'important était en train d'être dit. « Merci, Monsieur François, d'être revenu. Merci, Sébastien, d'avoir écouté. Merci à chacune d'entre vous, femmes, de vous être relevées après chaque humiliation. Merci, maman, où que tu sois, de m'avoir appris que l'amour véritable ne reste jamais dans une boîte, il se partage toujours. » Elle se tut, baissa le regard et puis, de sa dernière voix, murmura « Bénie soit cette petite maison, béni soit cet héritage de boîtes vides, béni soient les personnes qui ne renoncent pas. » La cour éclata en applaudissements, en larmes, en étreintes croisées. Mathieu se leva sur la pierre plate et étreignit Marie par la taille.
François étreignit Sébastien. Les femmes s'embrassèrent entre elles. Les enfants coururent parmi tous, distribuant des rires comme des cadeaux. En haut, entre les feuilles du manguier, la brise fit doucement bouger les branches, comme si quelqu'un, de quelque part, avait enfin fermé un livre après de très nombreuses années d'attente patiente. Et dans cette cour de terre, sous un arbre planté avec les boucles d'oreilles en or d'une mère mourante, construit avec les mains rugueuses d'une femme humble qui portait des boîtes vides tous les après-midi, le monde retrouva ce qu'il avait oublié. Chercher, que la dignité ne pèse pas, que la bonté ne s'épuise jamais, et que les cœurs véritables, même si le monde ne les voit pas passer, portent toujours quelque chose de sacré entre leurs bras.